Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre d'une très grande importance que nous allons rééditer après avoir augmenté le livre, retraduit, retravaillé, mis un petit peu à jour aux éditions TOC. Il sera disponible, on va dire, vers la rentrée, courant septembre. Alors, pourquoi ce livre est extrêmement intéressant? Parce que beaucoup de personnes font un rapprochement entre 2024 et 1924. Pardon. Alors, c'est vrai qu'il y a des similitudes entre ces deux époques qui sont des époques troublées, des époques qui sont à un moment charnière de notre histoire. Otto Strasser était un membre du parti du national-socialiste allemand, mais de la franche gauche. Je vais après entrer dans le détail, mais là je vous fais une petite introduction, on est dans l'introduction, avant d'entrer dans la partie historique. Mais Otto Strasser est le frère de Gregor Strasser, deux membres du NSDAP, et eux, c'était la frange gauche du Parti national-socialiste, socialiste, comme vous le comprenez, c'était un parti socialiste et national. Alors, ce livre est très important parce qu'il décrit comment Hitler, un personnage tout à fait moyen, je dirais pas médiocre, mais tout à fait moyen, pas très cultivé, pas idiot, mais pas non plus extrêmement intelligent, qui avait une vision assez limitée de la géopolitique, une vision, à vrai dire, à court terme, un peu dans tous les domaines, et sans réelle intelligence d'analyse, de compréhension, etc. Hitler, il avait une idée, c'était de s'allier avec les Anglais, qui ne l'ont jamais fait, bien évidemment, pour dominer le monde. Voilà. Hein. Dans un monde raciste, hiérarchisé, où les Germains, c'est-à-dire les WASP, les White Anglo-Saxon Protestantes, puisque il a toléré l'Église catholique, mais l'a persécuté, et il était plutôt lui-même catholique, hein, d'ailleurs, de Bavière, Autriche-Bavière, du sud de l'Allemagne ou de l'Autriche, mais il était totalement contre cette idée un peu universaliste de l'Église catholique. Alors pourquoi ce livre est intéressant? Tout simplement parce que nous allons comprendre à travers sa lecture comment un personnage tel que Hitler a pu arriver au pouvoir de manière légale, je le rappelle, même s'il y a eu des tentatives de coup, etc., bien sûr, mais il a été mis au pouvoir, je dis bien il a été mis au pouvoir par des forces capitalistes, industrielles, d'argent, parce qu'il faut de l'argent pour être mis au pouvoir, pour combattre ce qu'on appelait à l'époque le péril socialiste, aussi bien interne des frères Strasser, donc Grégor qui a été assassiné durant la nuit des longs couteaux, qui est la révolution réelle conservatrice du national-socialisme, que Staline, par exemple. Hein. Je rappelle aussi au passage que Staline et Hitler ont fait un pacte et qu'il y avait au sein du Parti national-socialiste allemand une frange, notamment celle de la gauche, qui était tout à fait en accord pour s'allier avec Staline contre le capitalisme occidental dit international. Alors ce livre va raconter toute cette période, hein, de la première rencontre avec Hitler dans les années 20 jusqu'à la fin de la guerre, enfin pas tout à fait, mais jusqu'au début de la guerre plutôt, comment ce personnage sombre, relativement inintéressant, mais avec une faculté exceptionnelle, celle de euh, donner aux gens ce qu'ils attendent. Hein. Le pouvoir, si Hitler avait un don, c'était celui d'orateur, mais surtout de, comment dire, de pouvoir, euh, comme Macron, hein, je dis bien comme Macron, de pouvoir, quand vous êtes face à lui, il peut vous charmer. Hein. Alors ce qui n'a pas fonctionné ici avec Otto Strasser, car lui était suffisamment intelligent et intellectuellement développé et armé pour le comprendre. Mais par exemple, il raconte des passages où Hitler essaye de faire la paix avec lui, va le voir, lui prend la main, sanglote, se met à pleurer, tremble presque, il se met dans des états émotionnels calculés, hein, bien évidemment, mais quasiment des états quasiment euh, féminins, je dirais, hein, dans le sens de la sensibilité, pas sensibilité, c'est pas le bon terme, mais du charme, hein, de la drague, comme on pourrait dire aujourd'hui, d'une manière un peu plus
convivial. En fait, Hitler était un charmeur, et d'ailleurs il avait pris des cours avec un vrai hypnotiseur qui s'appelait Hanussen, qui l'a formé là-dessus, également avec son photographe Hoffman qui faisait des mises en scène, des photos, etc. Voilà, pour manipuler, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, pour manipuler les gens et la foule qu'il considérait comme une femme. Et pour séduire une femme, bah, il faut lui dire ce qu'elle veut entendre, quelque part, hein, tout simplement. Bon, voilà un petit peu quelques exemples, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a les tentatives d'assassinat de Gregor Strasser en Tchécoslovaquie, il y a comment le parti de l'intérieur fonctionne, etc., etc. Et là, je vais rentrer dans la partie historique, avec un petit schéma, parce que ça vous avait bien plu la dernière fois. Alors voilà, j'ai ici un petit schéma qui, succinctement, vous avez en haut les personnages les plus affreux, donc j'ai mis dans la zone mafia, hein, mafia, gang. Je rappelle que l'Allemagne, dans les années 20, est une Allemagne qui a totalement fait faillite, qui est dans une super inflation. Les gens souffrent, il y a des enfants abandonnés, des gangs d'enfants. Il y a un bordel à Berlin, il doit y avoir un bordel tous les 20 mètres. Des discothèques, des clubs gays, de la pédophilie. Si vous avez connu la Pattaya, on va dire, dans les années 80-90, là c'était bien pire à Berlin en 1920. C'est l'époque aussi d'ailleurs des années folles. Il y a toute une ambiance assez glauque en Allemagne à cette époque-là. Sur le sujet, je vous invite à regarder un film, une série plutôt, qui s'appelle Babylone Berlin, qui retrace cette époque. C'est assez intéressant. Donc sur la droite, parce que jamais l'industrie, le capitalisme n'est jamais très loin de la mafia, parce que la mafia veut pas d'État, elle veut une liberté totale économique. Ce sont des capitalistes, hein, les mafieux, hein, ils sont là pour gagner de l'argent. Donc l'industrie à côté, hein, avec quelques personnages, donc l'héritier Krups par exemple, hein, c'est eux qui ont financé et mis en place Hitler, avec l'accord de la droite traditionnelle, hein, de la droite réactionnaire, donc bien évidemment Göring, cette droite réactionnaire a utilisé donc des individus extrêmement dangereux qui sont devenus plus tard les SS, donc Himmler bien évidemment et d'autres personnages tout à fait peu recommandables, qui étaient eux-mêmes un peu liés à une sorte de mysticisme, un mysticisme dont Friedrich Eckart était un des pères fondateurs, mais la société de Thulé, etc. Hein, ce mysticisme qui va jusqu'à Blavatsky, hein, c'est-à-dire qu'il existe une race supérieure, venue d'ailleurs des étoiles, hein, extraterrestres, et qui est donc la race nordique, bien évidemment. Voilà. Maintenant, on va rentrer un peu dans l'aile gauche, hein, l'aile gauche du Parti national-socialiste, donc avec les frères Strasser. Ne vous inquiétez pas, après je vais rentrer dans le détail de chaque personnage. Hein. Avec les frères Strasser, c'est l'aile gauche, qui sont liés au SA. Hein. Les SA, ils sont entre la politique ici, avec le fondateur du Parti des travailleurs allemands, qui a été ensuite usurpé par Hitler. Hein. Hitler, ici, là d'ailleurs, on va bientôt commencer par lui, mais je vous montre la photo parce qu'elle est très intéressante. Vous voyez, Hitler, c'est l'homme des mises en scène. C'est un acteur. Il aurait pu aussi bien être communiste que nationaliste, que socialiste. Il aurait pu tout être, ce personnage. Lui cherche le pouvoir pour le pouvoir, la manipulation. C'est un manipulateur, divisé pour régner. Et c'était un charmeur. Vous voyez cette mise en scène de cette photo, voilà, c'est très intéressant de le voir. En fait, Hitler n'a jamais été naturel. Hein. Il a été naturel une seule fois dans sa vie, dans sa jeunesse, lorsqu'il a eu son bac blanc, ou son brevet équivalent d'un brevet bac blanc, hein, c'était même pas le vrai. Et avec ses copains, donc, il a fêté ça, et il a pris une cuite monumentale. Il se rappelle plus de rien. Il perd son document, son papier, son bac blanc ou brevet blanc, et affolé, parce qu'il voulait le donner à sa mère. Son père est déjà mort à cette époque.
Il voulait le donner à sa mère qui chérissait, et il ne le retrouve pas, il ne se souvient plus trop de ce qu'il a fait, etc. Donc il retourne à l'école, et là, le proviseur le convoque et lui rend d'une manière très humiliante son brevet, enfin son résultat, et a priori Hitler s'en a été servi comme du papier toilette. Hein, voilà. Et depuis, il ne va plus jamais être ivre. Il boit de temps en temps Hitler, hein, mais modérément, mais il ne sera plus jamais ivre. Il ne va plus jamais lâcher commande sur lui-même. Et ça en dit long aussi sur ce type de personnages qui ne veulent pas être, qu'on ne puisse pas voir leur faiblesse. Alors là, je vais tout de suite faire un petit saut sur quelqu'un qui est très intéressant, puisqu'on parle de caractère d'Hitler. Vous savez que Hitler a écrit, donc bien évidemment, Mein Kampf, après le coup raté, le coup d'État raté qu'il a essayé de faire avec ses camarades. Il a été donc enfermé en prison, et il en a profité, notamment c'est d'ailleurs Gregor Strasser qui lui avait dit, pour qu'il leur foute un peu la paix, parce que sinon, en fait Hitler il prend la tête à tout le monde, c'est un mec qui arrête pas de parler, qui vous enquiquine, qui est pas très intelligent, qui répète tout le temps, qui ressasse tout le temps la même chose. En fait il a besoin d'attention, d'amour, c'est comme une femme en fait, hein, à peu près pareil. Et donc en fait, il écrit Mein Kampf, et Hitler n'a pas un don littéraire très poussé, ni une connaissance historique très poussée non plus. Donc il se fait aider bien sûr de Rudolf Hess, mais il y a un personnage qui est ici là, qui s'appelle Bernard Stempfel. C'est un prêtre, catholique, et c'est lui qui va corriger Mein Kampf notamment, et qui va le rendre à peu près correct. Hitler, il va le faire assassiner durant la nuit des longs couteaux, d'accord, parce que Hitler ne veut pas qu'on sache de lui ses petits secrets, ses petits défauts, ses faiblesses, etc. Hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement caché, qui a peur, il tombe en sanglots de manière régulière lorsqu'on le contredit, lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme il veut. Il pleure, il sanglote, il fait des drames. Voilà. Il a les nerfs fragiles, Hitler. Hein, c'est une femme. Il se comporte pas, enfin c'est pas une femme, mais il se comporte, alors c'est pas, ce que je dis là n'est pas de misogyne, hein, c'est des traits de caractère. Hein. Les femmes sont plus portées sur les nerfs que les hommes normalement, et Hitler a ce côté féminin, charmeur aussi, hein, qu'il utilise. Hein. Et là on va tout de suite parler de ces femmes. Hitler n'avait pas beaucoup de femmes. D'ailleurs, au passage, on va reparler après d'Émile Maurice, mais Émile Maurice, ici, là, qui est son compagnon de la première heure, c'est lui qui sera son garde du corps, son chauffeur, et peut-être son amant. Hein, on ne sait pas trop, mais il y a des choses un peu étranges. Pas forcément dans un sens physique, hein, mais amant proche, amant amoureux, on peut dire. Hein, amoureux, voilà, c'est un terme qui conviendrait plus. Hitler n'avait pas d'activité sexuelle, hein, ou vraiment très très peu. Il était, je pense d'ailleurs, blessé à ce niveau-là. Certains le disent, c'est pas très clair. Mais Émile Maurice a été un peu son amant platonique, son amoureux. Il s'est occupé de lui. Émile Maurice, qui est d'origine juive. Hein. Je rappelle que il y avait un titre spécifique pour les juifs ashkénazes, c'est-à-dire les juifs génétiquement européens, blancs, allemands, qui étaient ariens d'honneur. Donc lui, il a été arien d'honneur, et il était SS. Hein. Et SS, il avait un titre de général honorifique, hein, parce qu'il n'avait pas de soldat, mais voilà, c'était pas... On va revenir sur Émile Maurice plus tard, parce que c'est un personnage très intéressant. Alors maintenant, on va parler des femmes, des conquêtes de Hitler. Alors Hitler, il a eu une première conquête, je rappelle, je redis, hein, il n'a pas de conquête, il n'a pas de rapport sexuel, Hitler. Hein. Il a des rapports ambigus, des rapports de drame, de domination, sans doute peut-être aussi un petit peu scato, etc. Alors, cette jeune fille, c'est en réalité sa demi-cousine. C'est Angela Maria Raubal, dite Geli. Et elle va souffrir énormément parce qu'elle est jeune. Elle vient vivre avec son tonton Hitler,
et il va la persécuter, il va la séquestrer, l'empêcher d'avoir des amis, l'empêcher de sortir, elle veut aller danser. C'est une jeune fille dans les années 20-30, les années folles, on s'amusait beaucoup quand on avait de l'argent à Berlin, hein. C'est les pauvres souffraient, hein. Mais la jet set, entre guillemets, elle s'éclatait, hein. C'était là où il fallait aller, hein, à Berlin, pour s'amuser. Bon, elle est persécutée, elle peut pas sortir, etc. Elle a une petite relation, je dirais également un peu amoureuse, mais là, du coup, peut-être un peu plus sérieuse, avec justement le chauffeur, garde du corps, Émile Maurice, hein, avec lui, là. Ils ont une petite relation, Hitler le découvre, il la frappe, il la séquestre. D'ailleurs, il ne la frappe pas forcément physiquement, mais il la martyrise psychologiquement. Et elle va se suicider. Ça, c'est la première relation tordue, hein, bien évidemment, hein, de Monsieur Hitler avec une femme. Et elle va se suicider, et sans doute, c'est ce qu'on va dire qu'elle se suicide. Mais en réalité, un des frères Strasser, Paul Strasser, j'ai pas la photo ici, mais un des frères Strasser, les deux frères Strasser, c'est les deux monsieur ici, là. Un des frères Strasser, le petit frère Strasser, Paul Strasser, deviendra prêtre. Et lui, il parlera à Otto Strasser plus tard de cette histoire, et il dira qu'en fait, il connaissait le prêtre qui lui avait donné les derniers sacrements, hein, parce qu'elle était catholique, hein, aussi, Gélie. Et en fait, Gélie a été donc enterré avec les sacrements catholiques, dans la tradition catholique, et les catholiques ne peuvent pas donner euh, le sacrement à quelqu'un qui se suicide, parce que c'est interdit de se suicider dans la religion catholique. Donc en fait, c'est Hitler qui l'a tué, voilà, tout simplement. La deuxième femme de Monsieur Adolf Hitler, c'est bien sûr, tout le monde la connaît, Eva Braun. Alors Eva Braun, c'est une jeune fille, pareil, un peu excentrique, gymnase, elle danse beaucoup, assez athlétique, et elle était modèle secrétaire chez celui qui deviendra le photographe personnel de Hitler, Hoffmann. Et Hitler tombe un peu amoureux d'elle, et il y aurait eu un arrangement, d'après Otto Strasser, entre Hitler et Hoffmann, je pense qu'Hoffmann et Eva Braun étaient plus ou moins amants. Et Hitler va donner au photographe l'exclusivité de toutes ces photos, d'accord, de toutes ces photos dont ce monsieur va devenir extrêmement riche. Voilà, une photo par exemple, celle-là, hein. Toutes les photos de Hitler seront faites par ce monsieur. Mise en scène, etc. Voilà. Et Eva Braun, bon bah, la seule chose qui est assez intéressante à dire sur cette personne, qui était sans doute très gentille par ailleurs, hein, c'est qu'elle était d'origine juive, elle aussi. Alors, on sait par test ADN, hein, on a fait des tests sur ses cheveux. Mais pareil, juive ashkénaze, donc de type européen, hein, c'est tout à fait, on le voit, hein, elle n'a pas du tout de traits sémites, bien évidemment, mais elle était d'origine juive ashkénazie. Et bien évidemment, elle terminera sa vie, comme vous le savez, parce que ça c'est très très connu, elle va se marier et se suicider avec son chéri Adolf Hitler. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les autres personnages, au passage. Donc, bon, Hitler, voilà, il vient d'une petite bourgeoisie autrichienne, catholique. Il était enfant de chœur. Son père était un chef, un fonctionnaire, petit moyen fonctionnaire, je dirais. Il a eu une éducation tout à fait normale, hein, voilà. C'est un garçon qui était un peu déconnant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, jusqu'à ce qu'il comprenne que son image fonctionne et attire les autres par son charme. Et là, après ça, il va utiliser ça et se consacrer à manipuler les gens. Alors, il va faire la guerre. Il sera a priori décoré de la Croix de Fer première classe, ou deuxième, je ne sais plus, par un officier supérieur d'origine juive. A priori, c'est une vraie décoration. Certains disent qu'il l'aurait peut-être un petit peu usurpé, mais je ne pense pas. Hitler va être attiré très rapidement par le parti des travailleurs allemands, fondé ici par ce monsieur. Il va rentrer dans ce petit parti politique pour très rapidement en prendre, enfin le dominer, on va dire, hein, et le changer
ce petit parti politique créé par monsieur Gottfried Feder, hein, c'est ce monsieur-là, était un petit parti, on va dire, nationaliste, un peu à gauche, plutôt socialiste, et avec des idées un petit peu antisémites. Alors, ce qu'il faut bien comprendre par antisémitisme en 1920, c'est que même Churchill est antisémite à ce moment-là. C'est-à-dire, en fait, antisémite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se doit d'être nationaliste et que si on doute de votre honnêteté nationaliste, de votre honnêteté patriotique, pour dire encore plus simple, ben vous êtes catalogué comme étant, entre guillemets, l'ennemi. D'accord? Quand l'Allemagne fait faillite pendant la guerre, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la guerre met en faillite l'Allemagne. Hein. Le traité de Versailles sera un coup dur, mais c'est pas le traité de Versailles qui met fin à la guerre. Et c'est une question d'argent, de capacité financière. L'Allemagne est en faillite, en quasi-faillite en 1918, et il y a des révoltes, des soldats se révoltent, il n'y a plus de paye, voilà, c'est le chaos. Et c'est la fin de l'Empire germanique. Guillaume II va abdiquer et la République de Wehrmacht va être mise en place. La première République en Allemagne, hein. L'Allemagne était un empire militaire avec des petits royaumes, le royaume de Bavière par exemple, etc. L'Allemagne n'était pas unifiée comme la France l'est depuis longtemps, hein. Donc il faut bien comprendre. Donc cette république se met en marche, République de Wehrmacht, qui essaiera de faire ce qu'elle peut. Et il y aura au sein de l'Allemagne des révolutions communistes, il y a eu un gouvernement communiste de Bavière, il y a eu Enfin voilà, c'était un grand bordel. Et dans ce grand bordel, 2 millions d'armes circulaient parce que les soldats n'avaient pas rendu leur pactage, tout simplement. Ils étaient rentrés chez eux avec leur pactage, leurs armes, leurs munitions. Et rendez-vous compte que c'était un énorme chaos. C'est ce qu'il faut comprendre. Et dans ce chaos, des personnages comme Adolf Hitler pourraient aussi bien aller au Parti communiste, mais nationalistes, voilà. Ils sont tous un peu nationalistes. Et l'antisémitisme qui existe, c'est un antisémitisme qui va définir l'ennemi comme étant le riche, bien sûr, l'industriel, pas l'industriel, plutôt le banquier, voilà, le capitaliste, qui profite de ce pays en crise économique. Et il y a eu des profiteurs, il y a eu des escrocs, hein, juifs notamment, ou pas, hein, il y en a un peu, voilà. Mais on se cristallise et on crée l'ennemi, on crée le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, bah, c'est le juif international, internationaliste, mondialiste, qui est banquier de préférence, bien évidemment, et qui critique l'Allemagne. C'est la théorie du coup de poignard dans le dos qui est totalement fausse sur un plan factuel, parce qu'en réalité l'Allemagne était en faillite, comme je vous le disais, d'une manière totalement mécanique. Hein. Elle a dépensé beaucoup trop d'argent dans cette guerre, elle avait quand même face à elle la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie. D'accord? Donc c'était une guerre mondiale. Hein. Et voilà, donc elle a dépensé tout son argent dans cette guerre, qu'elle n'a pas réellement perdu de manière militaire. Hein. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc là, l'Allemagne rentre en faillite, la guerre s'arrête, et ensuite il y a des personnages tout à fait particuliers, comme von Epp, général von Epp, qui crée les corps francs. Pourquoi? Parce que il y a des révolutions communistes en Allemagne. En Bavière, les Otto et Otto Strasser, ici, qui a combattu brièvement et bravement pendant la Première Guerre mondiale, devait recevoir la plus haute distinction du royaume de Bavière, la décoration c'est pas pour le mérite, Max Planck, non pas Max Planck, la plus haute distinction militaire, j'ai oublié le nom, mais il va jamais la recevoir. Et cette distinction donnait un titre de noblesse, hein, parce que lui faisait partie du royaume de Bavière. Et quand l'Allemagne, l'Empire tombe en ruine, il y a une révolution communiste, et il y a l'État bolchevique de Bavière. D'accord? Quand lui rentre, il est blessé en 1918, donc il rentre chez lui parce qu'il est blessé, mais à ce moment-là, c'est déjà la fin. Les soldats rentrent tout seuls.
avant l'armistice, avant la fin de la guerre, il y a des révoltes, des marins se révoltent, et chez lui, en Bavière, eh bien, c'est une république bolchevique. D'accord? Vous comprenez un peu la situation. Et donc, le général von Epp, ici, va créer les corps francs pour combattre ces pseudo-révolutions. Je dis pseudo, attention, hein, il y avait des batailles rangées, 2 millions d'armes de guerre en circulation. Hein. Donc il y avait des véritables batailles rangées par armes de guerre, mitrailleuses, fusils, etc. Donc il y avait des morts. C'est pas les gilets jaunes, hein, c'était bien plus violent. Bien plus violent. Et se créent les corps francs qui sont plus ou moins avec l'armée, plus ou moins autonomes, plus ou moins paramilitaires, pour faire des combats quasiment de rue contre le bolchevisme. Dans les corps francs, les deux frères, Grégor ici Strasser et Otto Strasser, en feront partie, tout comme Rhön qui est ici. D'accord? Donc ces corps francs, ils font quoi? Hitler par contre n'en fera pas partie. Hein. D'accord? Hitler, lui, il se demande s'il va devenir communiste ou pas. À cette époque-là, il prend pas parti, hein, voilà, c'est dangereux quand même. Hein. Hein. Il faut bien comprendre, Hitler n'était pas un combattant hein, physiquement. Hein. Il était coursier pendant la Première Guerre mondiale, coursier, c'est-à-dire que il apportait le courrier, hein, d'une tranchée à l'autre. Alors donc il y avait quand même des risques. Et d'ailleurs, il y a une anecdote très intéressante, c'est qu'à un moment donné, un Anglais le vise, hésite à l'abattre et ne l'abat pas. Et voilà, Hitler a pu mourir pendant la Première Guerre mondiale. Alors bon, les corps francs, bordel en Allemagne, des révolutions communistes un peu partout. Les corps francs s'organisent, donc qui deviendront après les SA. Tout ça financé bien évidemment par la droite, hein, la droite et l'industrie qui commencent réellement à s'inquiéter d'une révolution communiste en Allemagne, hein, qui aurait été tout à fait possible. Hein. Et là, donc c'est assez violent, ces époques des corps francs, des batailles rangées, des casques d'acier. Et petit à petit, donc des partis politiques vont émerger, dont le Parti des travailleurs allemands. Hitler va être plus ou moins envoyé comme espion, parce qu'il est toujours militaire, hein, Hitler. Il n'a pas été démobilisé, comme beaucoup d'Allemands. Et donc, ils traînent dans les rues, ces gens traînent dans les rues avec leurs uniformes, ils ne savent pas trop quoi faire pour vivre. Il y a vraiment quasiment de la famine en Allemagne hein, à cette époque-là. Et donc, lui est envoyé par... pas directement par Rhön, mais c'est Rhön qui lui est alors, Ernst Rhön, c'est un personnage capital pour comprendre. C'est un militaire de carrière, grand militaire, voilà, un officier allemand, pur jus, mais plutôt violent et plutôt à tendance hooligan, on va dire. D'accord. C'est un bagarreur, il est grand, il est costaud, il boit. Il a des mœurs, on va dire, plutôt homosexuelles ou bisexuelles. Hein, voilà. Il est très, entre guillemets, spartique. Hein, pour lui, voilà, l'honneur est important, la masculinité, la virilité, etc., etc. Voilà. Vous voyez d'ailleurs qu'il a une cicatrice sur la joue. Hein, c'est ce que faisaient les jeunes Allemands étudiants. Ils se faisaient des petits duels et puis... voilà, il se faisait une petite balafre à la joue. Voilà, donc ça c'est ce personnage-là, d'accord, qui va, pas lui directement, mais un de ses collègues, de la police militaire, l'intelligence militaire, vont envoyer lui, espionner le parti des travailleurs allemands. Et là, Hitler, qui se cherche à cette époque, hein, je vous dis, il aurait pu être communiste, hein, national bolchevique, hein, bien évidemment, pas internationaliste. Par contre, tous ces gens-là sont des nationalistes. Hein, voilà, ça, il faut bien le comprendre. Il y a un point commun, bien sûr. Et Hitler fait un rapport tout à fait bien. Et là, c'est un bon petit parti politique. Voilà, c'est intéressant. Ils sont nationalistes, patati patata, la grande Allemagne, etc. Le traité de Versailles, ces salauds de Français. Hitler haïssait les Français. Hein. Il haïssait les Français, qu'il appelait le peuple nègre, parce que, traité de Versailles, parce que la guerre, et peut-être aussi parce qu'en réalité, il a peut-être un fils français, Hitler. Je fais la petite parenthèse. Il aurait eu une relation avec une Française pendant la Première Guerre mondiale, et il aurait eu un fils. Bon, voilà. Il n'y a pas eu de test génétique, donc on ne sait pas trop, mais le fils dit qu'il est bien le fils de Hitler. Mais bon, il n'aimait pas la France, qui tenait tête. Il aimait l'Angleterre. Voilà, Hitler
Hitler, lui, il aimait l'Angleterre, les Américains, les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants. Les Français, ça reste des catholiques, à moitié nègres, donc il n'aime pas la France. Et lui, son objectif, Hitler, je le redis, hein, c'est pas vraiment l'Allemagne, c'est faire une alliance WASP mondiale, hein, de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Allemagne, et les Anglais et les Américains contrôlent les mers, et lui contrôle la terre, c'est-à-dire il va à l'Est. Hein, Hitler colonise la Russie. Voilà un petit peu son idée. Bon, ça marchera pas parce que les Anglais vont l'envoyer chier, bien évidemment. Les Anglais sont purement pragmatiques, ils se pètent le coquillard de l'Allemagne. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leurs propres intérêts anglais. Les Américains, c'est un peu pareil. Bon, toujours est-il que, à cette époque-là, Hitler commence à s'intéresser au Parti des travailleurs allemands et va petit à petit prendre le pouvoir. Dans ce parti, il va virer Feder, hein, celui qui l'avait créé ici, prendre sa place, le renommer le Parti national-socialiste, et il va écrire, toujours quand même un peu avec lui, les 25 points du Parti national-socialiste. Ces 25 points sont relativement intéressants, hein. Il y a des choses intéressantes. Alors, bien évidemment, il n'appliquera pas tout, parce qu'il y a par exemple nationalisation des usines Krups, de lui et de sa famille. Il y a des points très social. C'est du national-socialisme. Et les frères Strasser, eux, sont des véritables socialistes. Hein. Et c'est la partie gauche. Donc il va commencer à avoir une petite guerre d'influence au sein du parti. Alors, autre point aussi très important à comprendre, la haine de Hitler, notamment contre les Juifs, mais pas que, hein, il avait la haine un peu contre tout le monde, vient en partie de ce monsieur-là, voilà, qui était son mentor, Friedrich Ebhardt. Alors, son mentor, lui, il était pas mal atteint, monsieur Ebhardt, c'était un mystique, mais qui est allé assez loin parce qu'il a fait des séjours en hôpital psychiatrique. Hein. Mais c'était un mystique folkish, donc on va dire des religions indo-européennes, ariennes, germaniques, le sang germain, la race supérieure, voilà. Donc, et lui va également influencer un monsieur qui s'appelle ici Rosenberg, Alfred Rosenberg, qui lui va écrire un livre très important pour ces gens-là, qui s'appelle Le mythe du XXe siècle. Le mythe du XXe siècle, c'est un livre qui essaye de prouver que les Germains sont plus importants, ou tout au moins aussi importants que la culture grecque. Ce qui est totalement faux, hein, moi je vous le dis tout de suite. Hein. Je connais bien le sujet, moi je suis germain moi-même, suédois par ma mère, écossais par mon père, donc je suis un spécialiste des religions germaniques, celtiques, toute cette mystique nazie. J'ai écrit un livre qui s'appelle Doggerland, une petite histoire du racisme, vous pouvez le télécharger, il sera en descriptif, il est gratuit ce livre-là. Donc tout ça c'est de la foutaise, mais c'est ce qu'il cherche à prouver, hein, avec ce qui va être créé en parallèle avec la SS, l'Annenberbe. L'Annenberbe, c'est le centre de recherche des ancêtres germains, d'accord, pour prouver, essayer de faire prouver aux gens, d'expliquer aux gens que l'Annenberbe est que la race germanique, en gros, pour faire simple, est aussi ancienne que les Grecs, est aussi important, qu'ils ont développé plein de choses, et que l'Annenberbe était, à ce titre-là, essentiel pour montrer au monde que la culture germaine, qui est intéressante, hein, notamment d'un point de vue juridique, hein, mais était aussi cultivée, qu'il y avait bon, voilà, bon, bien sûr ils n'ont rien trouvé, enfin rien de bien particulier ou rien de bien nouveau. Ils ont fait plutôt des faux, notamment d'ailleurs, mais bon voilà, c'était un peu l'idée. En fait, les Allemands ont un complexe, même ne serait-ce qu'avec l'Italie, bien évidemment. Hein. Rome, etc. Voilà, en fait, il n'y a pas d'antiquité. Il y a une antiquité germanique qui est très intéressante, jusqu'aux Vikings d'ailleurs. C'est sur le côté juridique, sur le côté de l'homme libre qui vont élire leur chef de guerre, etc. Les Vikings étaient des hommes libres et armés, des paysans libres et armés. C'est très intéressant.
la société germanique était absolument ouverte, les femmes avaient du pouvoir, il y avait une égalité, etc. C'était très social, très socialiste en réalité. Beaucoup moins dictatorial que les Grecs, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est ce monsieur, Friedrich Eckart, et monsieur Rosenberg. C'est un peu le côté mystique de Hitler, même si Hitler, lui, n'est jamais trop tombé dedans, parce que c'était un pragmatique. Hein. Enfin, Hitler voulait créer une religion, c'était la sienne. Hein. Voilà. Mais tout ça, c'est très bien expliqué dans le livre d'Otto Strasser. On comprend tout ça. Et donc, les frères Strasser vont combattre avec les corps francs de von Epp, qui vont chasser la révolution communiste de Bavière, par exemple, et permettre à la République de Weimar de se mettre en place. Voilà. Il y aura également une tentative de l'extrême droite, de faire un coup d'État pour mettre en place un nouveau gouvernement d'extrême droite militaire. Alors c'est pas Hindenburg. Hindenburg, lui, il n'est pas totalement le grand maréchal Hindenburg, qui mettra plus tard Hitler au pouvoir, avec son ami de grande famille, Göring, hein, ancien pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, financé par les industriels, on y reviendra après. Hindenburg n'était pas dans le coup, à proprement parler, d'État, tenté par von App, si je ne dis pas de bêtises, mais les frères Strasser combattront contre cette tentative de coup d'État militaire pour instaurer une dictature. D'accord? C'est pour que vous compreniez bien quelle est la mentalité de ces gens qui font partie du parti nazi, hein, qui sont membres du NSDAP dès 1925, hein, donc très tôt. Mais eux vont combattre contre. Hein. Vous voyez, donc c'est pas simple. C'est pas simple. C'est rien. Hitler, lui, il fait rien en fait. Hitler, il combat nulle part. Hein. Hitler, il fait des photos. Il fait des photos dans des studios, il se fait beau, voilà, il travaille son charme, il se maquille. Il y a des photos qu'il veut pas qu'on diffuse parce qu'il n'était pas bien en short, parce qu'il n'a pas des belles jambes, il est un peu grassouillé. C'est pas un sportif, hein, Hitler. Hein. Voilà. Donc Hitler, lui, il est en studio, il fait des photos pendant tous ces événements-là avec son copain Hoffmann et avec sa fiancée Eva Braun. Donc, coup d'État sur coup d'État, etc. La République de Weimar se stabilise. Ça, c'est très bien expliqué dans Hitler et moi. Il faut vraiment le lire parce que c'est vraiment toute une époque assez particulière qu'on revit peut-être un petit peu. Mais ça, on en reparlera un petit peu après dans la partie politique et philosophique. Alors, quels sont les autres personnages? Donc, la révolution de droite ne fonctionne pas non plus, d'extrême droite. Hein. Elle est arrêtée par la République de Weimar. Et là, on commence des pourparlers. Alors ça, c'est un peu comme aujourd'hui en France, hein, avec l'Assemblée, etc. On fait des pourparlers, des alliances, etc., etc. Donc la partie gauche, elle, notamment avec Röhn, ici, elle veut faire la révolution jusqu'au bout. Elle veut nationaliser les industriels. Elle veut nationaliser les usines Krups. Elle veut mettre la main sur l'industrie lourde. D'accord? Elle veut faire sa révolution socialiste jusqu'au bout. Et là, il commence à avoir des tensions au sein du parti. Et la droite classique, donc là, du coup, Hindenburg, lui haïssait Hitler. Hein, d'accord? Hitler, c'est un pauvre petit caporal-chef, même pas caporal, je crois. Il est pas noble, il sait pas bien parler, il se tient pas bien, il est petit, il est pas beau, etc., etc. Donc lui ne peut pas saquer Hitler. Hein. Voilà, lui, c'est l'Allemagne prussienne, etc. Mais il y a un intermédiaire qui est Göring. Göring, c'est pareil, c'est un noble, etc. Mais bon, voilà. Et quand même, parce que les industriels vont demander à Hindenburg et dire à Hindenburg, bon, là, il y a trop de bordel, il y a des risques encore avec les bolcheviks, il y a des risques avec l'aile gauche des frères Strasser. Lui, c'est pareil, c'est un personnage très intéressant, et lui, il avait un QI de 141, parce que pendant le procès de Nuremberg, il faisait des tests de QI aux nazis. Ça, c'est... Alors, lui, il a un nom assez compliqué à prononcer. Alors, Jalmar ou Adjalmar Schaft. Okay. Lui, c'est le ministre de l'économie. Il deviendra le ministre de l'économie, c'est un économiste. C'est lui qui va sortir l'Allemagne de l'inflation. D'accord ? Il va créer la nouvelle monnaie.
C'est quand même intéressant parce qu'il crée quand même une monnaie sur la valeur travail. Hein. Il arrête l'indexation sur l'or, c'est-à-dire sur les Américains, qui n'étaient pas contents à cette époque-là, hein, parce que l'argent, c'est très délicat. Hein. Kadhafi, il est mort pour ça. Et d'autres aussi. Donc lui crée une nouvelle monnaie, un nouveau marque, basée sur la valeur du travail et le patrimoine allemand. D'accord. Très intéressant, c'est assez intéressant. Bah, c'est un homme intelligent, hein. Mais il est dans le camp de la droite, quoi, hein, extrême droite, voire quasiment mafia, hein, d'accord. On reviendra après sur la partie mafia. Mais toujours est-il que donc Hindenburg, sous les ordres, les recommandations des industriels, hein, de là, et de Göring, finit par accepter de mettre Hitler au pouvoir. Le petit caporal qui passe sa vie en studio pour se faire belle, accepte, et Hitler accède au pouvoir légalement. Mais il y a l'aile gauche qui pousse, les frères Strasser, les SA, Röhn, il veut sa révolution, Röhn. Lui, il veut tout nationaliser. Il n'y a pas question, on est national-socialiste. Les frères Strasser aussi. Hitler met Gregor Strasser pour contrôler le nord de l'Allemagne. Les frères Strasser, ils sont du sud de l'Allemagne, hein, c'est des catholiques. Mais ils vont à Berlin, au nord, parce que le nord de l'Allemagne est très rouge. Donc il faut des idées de gauche. Et ils y arrivent. Ils y arrivent. Ils récupèrent la gauche, voire les communistes. Ils les font adhérer. Mais son pouvoir devient très important. Très très important. Et donc Hitler commence à avoir la pression de ses copains de droite. Et notamment des gens comme Krups, qui lui dit Hitler, là maintenant on arrête les bêtises, hein, tu vas avoir le pouvoir, on te le donne, on te le finance, Hindenburg va t'accepter, même s'il ne peut pas te saquer, tu vas devenir chancelier, mais tu nous vires les excités là, tous ces mecs là. Ça, on n'en veut pas. On veut pas de la gauche. Et qu'est-ce que fait Hitler? Il fait la nuit des longs couteaux. 1934, il fait assassiner toute la frange gauche et tous les anciens SA, dont Röhn, bien évidemment, accusé d'homosexualité. Beaucoup seront accusés à tort, mais lui, c'était vrai. Et c'est le massacre de la nuit des longs couteaux. Toute la frange gauche est massacrée. Lui, il va survivre, mais il sera mis de côté. Et alors, ouais, alors petite parenthèse sur Goebbels, parce que ça c'est quand même assez incroyable, et ça, c'est très bien expliqué dans le livre. Goebbels, c'est une petite raclure. C'est la raclure, c'est par définition. Voilà, c'est un très bon exemple. Alors déjà, physiquement, il est pieds beaux, bon, j'ai rien contre les handicapés, hein, mais voilà, souvent l'extérieur reflète l'intérieur tout de même. Hein, il n'est pas très beau. Lui, par contre, c'est un consommateur de femmes. Hein. Il aura beaucoup d'amantes quand il aura du pouvoir. Alors ce petit personnage, c'est pareil qu'un peu Rosenberg, hein, c'est pas vraiment en allemand, je crois qu'il est peut-être lituanien aussi, ou d'Allemagne du Nord, on sait pas trop. En fait, il va travailler pour... Il est récupéré par Gregor Strasser. Gregor Strasser, c'est une machine, une bête de travail, un organisateur officiellement, voilà, pharmacien de métier. Sa famille n'avait pas assez d'argent pour qu'il devienne docteur, donc il devient pharmacien. C'est la petite classe quand même allemande, hein, mais officier, etc., etc. Très organisateur, il s'occupe de toute l'Allemagne du Nord. Et lui devient son secrétaire particulier et aussi conférencier et aussi rédacteur en chef de leur journal. Et au début, Gregor Strasser, et ça d'ailleurs dans le livre, on va mettre en annexe des textes de tous ces gens-là, hein, vraiment très bon livre à lire, augmenté par nos soins. On mettra le discours de cette petite ordure de Goebbels, qui parle du national-bolchevisme, donc de Lénine qui est un nationaliste, hein, Lénine. Hein. Petite parenthèse pour comprendre, c'est qu'en fait Trotsky est déjà dehors. Hein. Trotsky, c'est la frange internationaliste, mondialiste, communiste. Hein. C'est Marx, un petit peu la révolution du prolétariat mondial, etc. Mais ça, c'est déjà évacué. Il n'est pas encore tué, hein, mais ça va pas tarder quand Staline prendra le pouvoir. Staline, lui, c'est un pur national bolchevique. Mais même Lénine est aux yeux de Goebbels, qui est très à gauche hein, au début.
Hein, il est très national-socialiste. Socialiste. Et il écrit un texte, mais à la gloire de Lénine, du national-bolchevisme, c'est fantastique ce qu'ils ont fait, la révolution, c'est incroyable, etc. etc. Bon, la question juive reste un peu latente, mais bon, etc. Je rappelle que Lénine n'était pas juif, hein, au passage, ni Staline. Et Staline va persécuter les juifs, il va d'ailleurs créer un État pour les juifs en Union soviétique, au fin fond de l'Est, vers la Corée, dont j'ai oublié le nom, hein, mais c'est facile à retrouver. Et il va déporter beaucoup de juifs là-bas. Donc bon, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc Göring au début très proche des frères, etc. Et quand il sent que Hitler, parce qu'il y a une sorte, il y a un moment donné, il y a un coup d'État, d'accord. Gregor Strasser, c'est important de le comprendre parce que rien n'était défini par avance. Gregor Strasser tente un coup d'État et son acolyte Goebbels est tout à fait d'accord, c'est super, vive le socialisme, vive le national-bolchevisme, à mort Krups, il faut tout nationaliser, on fait la révolution. Et dès qu'il commence à sentir que Hitler prend le pouvoir, avec ses collègues de la droite, hein, voilà, avec lui, qui finance hein, l'argent, il y avait Ford aussi, hein, parce qu'il n'y avait pas que les Allemands, hein, il y avait des Américains. Ford, IBM, etc. Et ben, lui, lors d'une conférence dans laquelle il était venu avec Gregor Strasser, eh ben, il le trahit direct. Voilà. Dans la conférence, il devait faire un discours totalement différent. Hop, il change. Au préalable, Hitler l'avait coincé 10 minutes dans les toilettes pour discuter un peu avec lui. Et hop, il change du coup et il trahit Gregor Strasser. Voilà. Et ça, c'est la fin. C'est la fin. Après, la nuit des non-couteaux, 1934, ils seront tous assassinés. Et alors là, on va comprendre quelque chose de très intéressant qui est aussi décrit dans le livre, c'est qu'au début, il y avait les SA. Hein, un peu les héritiers des corps francs, de von Epp, qui voulaient remettre de l'ordre, en fait. Hein. Et les SA, c'était quoi? C'était des types de la rue. Hein. Émile Maurice, alors lui, c'est un cas très intéressant. Émile Maurice, c'est un gros bras, d'origine juive, mais pas pratiquant, hein, il en a rien à faire, mais voilà. Gros bras, il casse la gueule à tout le monde, premier chauffeur de Hitler, il lui a sauvé la vie plus d'une fois parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début du NSDAP, les discours étaient faits dans les tavernes, tout le monde était à peu près ivre, la bière coulait à flot, il y avait tout là-dedans, des contradicteurs, des fans, bon, baston général à chaque fois, ça se terminait souvent en bagarre. Hitler, comme je vous le dis, lui, il fait des photos en studio. Hein. C'est un soldat de studio, d'opérette, quoi. Et donc, sans Émile Maurice, il serait mort, plus d'une fois. Hein. Je dis pas que Hitler est un lâche, hein, parce qu'il a fait la guerre, etc. Mais bon, c'est pas un bagarreur, quoi. Et Émile Maurice, c'est un bagarreur. Voilà, d'accord. Et lui, il casse la gueule à tout le monde. Et les SA n'existent pas encore à cette époque-là, donc Hitler a donné différents noms, il les a appelés les Stewards, il les a appelés le club de gym, etc., etc. Et en fait, c'est Röhn qui, lui, en tant que militaire, officier allemand, va réorganiser tous ces gens-là en SA et va les militariser. Et alors là, on tombe sur un autre personnage, alors lui, exceptionnel, assez incroyable. Alors lui, c'est Christian Weber. Christian Weber, c'est un mafieux, quoi. Videur de boîtes de nuit, il avait des clubs, il était proxénète. L'Allemagne, je le redis, l'Allemagne des années 20-30, hein, avant que Hitler reprenne le pouvoir et nettoie un peu tout ça, il y avait des boîtes gays, des boîtes, enfin il y avait tout, quoi, des pédophiles, il y avait, c'était la frange du monde. Et lui, eh ben, c'était l'homme de la rue. Hein. C'était, voilà, il avait ses bars, il était videur, pareil, mafieux, gros bras. Alors là, voilà, la fine équipe. Et ça, c'est les premiers SA. Enfin, même pas, parce que c'était même pas les SA, c'était le service d'ordre de Hitler. Et Hitler va les garder jusqu'au bout. Et ils seront pas inquiétés durant la nuit des longs couteaux parce qu'ils sont pas politisés. La mafia ne fait pas politique. La mafia veut de l'argent. Et Hitler, lui aussi, il voulait de l'argent. Hein. D'ailleurs, il en a gagné beaucoup avec Mein Kampf. Et donc, il y a une certaine entente, si vous voulez, avec tout ce monde-là. Et ces gens-là, ces mafieux-là, bah, ils vont devenir SS. Quand il n'y aura plus de SA parce qu'ils seront tous morts, et bien hop, ils vont basculer dans la SS. Et lui, il va continuer d'organiser des spectacles durant toute la guerre hein, à Berlin. Il fera des défilés nus, enfin en petites culottes, des trucs, voilà.
Voilà, l'Allemagne. Et d'ailleurs, lui, je pense, présent dans le feuilleton Babylone-Berlin. Donc eux, quand la SA va être massacrée, que Ernst Röhn sera assassiné, en même temps que Gregor Strasser, Otto Strasser, lui, a réussi à s'échapper, on reviendra un petit peu, il est parti se réfugier en Tchécoslovaquie, eh bien, c'est la SS qui va gagner. Alors là, bien évidemment, ça c'est aussi très bien expliqué dans le livre, là, nous avons affaire à la crème de la crème, Heinrich Himmler. Alors Himmler, c'est un puceau jusqu'à l'âge de 36 ans, je crois. Il fait des études pour devenir ingénieur agronome. C'est le frustré, quoi. Il n'a pas connu de femme jusqu'à, je crois, 30 ans, 36 ans. La première fois qu'il est dépucelé, c'est parce qu'il s'est arrêté dans une taverne où la patronne, bien plus âgée que lui, vous avez sans doute un peu bu, tout le monde, etc. Bon, et en gros, elle le dépucelle. Il n'aura qu'une seule femme. Après, il aura quelques amantes, mais je pense plutôt platoniques. Lui, c'est un acharné. Ça va être un mélange de Friedrich Eckart, parce que lui, il est un peu halluciné aussi. Hein. Il se croit la réincarnation d'un, je sais plus quel ancien roi allemand. Il crée une nouvelle religion pour les SS, enfin pour l'élite des SS, basée sur des propos de Friedrich Eckart et d'autres. Hein. Lisez mon livre sur le sujet de Garland, une petite histoire du racisme. Bon, moi, lui, il est complètement allumé. Il va s'occuper bien évidemment de l'extermination des juifs, mais l'extermination des juifs au début c'est par balle, hein. Et quand je dis juifs, c'est de tous les opposants en réalité, parce que c'est juifs, tziganes, homosexuels, handicapés, communistes, tout ce qui ne va pas dans son sens se font tuer. Et quand les Allemands commencent à aller à l'Est, eh ben, là ils font des massacres vraiment horribles. Et c'est ce monsieur-là, lui-là, qui va prendre en charge les camps de concentration, de travail, hein, parce que c'était essentiellement des camps de travail. Hein, les Allemands avaient besoin de ressources. Et lui, c'est Gottfried Feder. Et lui, alors là, c'est lui qui va créer la SS Totemkampf. La SS Totemkampf, c'est les gardiens des camps. Alors, il faut bien comprendre que la SS, au début c'est une sorte de police politique qui remplace les SA, hein, service d'ordre, et il s'occupe essentiellement des camps de concentration, de leur répression, etc. Et après, on va créer la SS, la Waffen-SS, qui sont des soldats. Mais lui, il s'occupera des Totemkampf, c'est-à-dire des gardiens de camps, des gardiens de camps de concentration, puis d'extermination plus tard. Donc lui, c'est pareil, lui, c'est un personnage à peu près du même gabarit que lui. Bon, Himmler va se suicider, lui il sera, je crois, exécuté en 47. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le pire du pire. C'est même pas des soldats, parce que lui, il a jamais fait de guerre, hein, Himmler. Il a jamais rien fait, Himmler. Hein. Il était trop jeune pour la Première Guerre mondiale, il n'a pas été dans les forts camps, les corps francs, enfin, il n'a rien fait, quoi. Il s'est peut-être jamais battu de sa vie. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec des SA ou même des voyous. Hein. Voilà, eux, c'était des castaneurs, mais... lui, c'était un théoricien pseudo-intellectuel. Et lui, c'était un assassin. Voilà, réellement. Alors, c'est des psychopathes. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous donnez du pouvoir à des psychopathes, bah, ils profitent. Hein. Voilà. Ouais, alors vite fait sur Göring. Göring, lui, comme je dis, c'est la droite, c'est la Prusse, on va dire, l'Allemagne des Junkers, c'est-à-dire des nobles, etc. Lui, il en a un peu rien à faire, en fait, des histoires de camps, de juifs, de trucs de travail. Lui, il aime ses avions, il deviendra ministre des avions, de l'industrie à un moment donné. Bon, voilà. Lui, il aurait pu très bien faire autre chose, hein, dans sa vie. C'était pas du tout un politicien. Voilà, c'était un soldat, un vrai soldat. Alors ça, c'est un petit peu les enfoirés, on va dire, de la compagnie, psychopathe, etc. Et quand Gregor Strasser s'échappe d'Allemagne, un petit peu avant la nuit des en couteau, il se réfugie en Tchécoslovaquie. Voilà, d'abord en Autriche. L'Autriche est annexée, donc il doit partir. Tentative d'assassinat, de trucs, bon, il y a plein d'histoires, hein, vous le lirez dans le livre. Et il se réfugie en Tchécoslovaquie. Et en Tchécoslovaquie, il monte avec son camarade Rudolf Formy, il crée une radio, pas une radio libre, mais presque. Rudolf Formy, c'est un ingénieur allemand, spécialiste des radios, et il crée une radio, un peu comme De Gaulle, quoi,
où il diffuse sur les ondes allemandes donc des discours anti-hitlériens. Parce qu'entre-temps, lui, il a créé le Front Noir, c'est-à-dire un parti politique clandestin d'opposition frontale à Hitler. C'est un des rares qu'il a fait, un des rares opposants à Hitler. Hein, beaucoup sont morts, lui a échappé plusieurs fois à des tentatives d'assassinat. Le Front Noir vraiment embête Hitler, et surtout, il embête lui. Parce que lui, c'est le chef des SS. Et il n'arrive pas à mettre fin à ce Front Noir. Et lui n'arrive plus à dormir. Hein, il n'arrive pas à dormir, Hitler lui met la pression. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, lui, c'est l'homme le plus recherché d'Allemagne. Il faut absolument le tuer, mettre fin à ses activités. Surtout depuis qu'avec son copain Rudolf, Formy, il balance tous les jours des messages radio contre le parti, où il explique la réalité, il explique qui est Hitler, il explique que, par exemple, Hitler ne fait rien, il est manipulé par le grand capital. La seule chose qu'il a fait, c'est assassiner celui qui l'a aidé à écrire son livre, hein, Mein Kampf, parce qu'il était tellement nul qu'il a fallu des nègres et des nègres pour écrire son livre. Alors que ce que va se passer, c'est que Himmler va commencer à s'énerver et il va envoyer ce monsieur. Lui, c'est un espion. Parce que les SS avaient une division qui s'appelait la SD en diminutif, j'ai pas le nom en tête, mais c'était coup d'État, faux coup d'État sous faux drapeau, etc. Lui, c'est lui qui a déclenché la guerre en Pologne. Hein, il a fait un faux coup d'État, enfin pas un coup d'État, mais un faux attentat, etc. Et ce monsieur, donc espion de la SS, donc il s'appelle Alfred Novjoks, lui va être envoyé en Tchécoslovaquie avec une belle femme, dont on n'a plus de traces, mais c'était aussi un agent SS, mais espion. Et ils vont réussir à mettre la main sur le copain de Otto Strasser, Rudolf Formy, et l'assassiner. Donc ça mettra fin à l'activité. Une fois de plus, lui a la chance, il n'était pas là ce soir, il s'échappe. La Tchécoslovaquie n'est pas encore annexée à cette époque-là, donc elle proteste, etc. Et là, il va s'enfuir en Suisse et ensuite en France et après au Canada. Et il reviendra en Allemagne dans les années 60. Voilà. Et toute sa vie, il combattra le Hitler et il recréera un parti national-socialiste. Bien évidemment, sans toute la pathologie mystico-raciste hein, de ce triumvirum là. Voilà, donc ça c'est intéressant, je vous invite vraiment à lire ce livre. Et un dernier personnage dans la galerie des horreurs, c'est lui. Lui, ça va être un des personnages clés de la nuit des longs couteaux, Reinhard Heydrich, qui sera assassiné quelques années plus tard, je crois en Tchécoslovaquie, je suis pas sûr. Mais il se fera buter par des communistes. Lui, c'est le psychopathe de chez psychopathe, d'accord? Lui, c'est un meurtrier, un assassin en série, sanguinaire, voilà. Lui, c'est l'archétype du SS Totemkampf, hein. Voilà. Tous les massacres, tous les Einsatzgruppen, la Shoah par balle, etc. C'est ce monsieur. Avec son collègue, hein, bien sûr, hein, lui. Là. Voilà. Et bien sûr, derrière, le psychopathe. Mais voilà. Donc lui, non. Lui, c'est un agent de terrain. Voilà, il fait des coups tordus, etc. Et il arrive à faire tuer. Enfin, il assassine. Il n'arrive pas. Il assassine le collègue ingénieur radioamateur du Front Noir avec sa complice, une belle jeune femme. On a les gens de l'hôtel qui ont décrit la scène, c'est expliqué dans le livre, bien sûr. Voilà, la nana le drague, le fait venir dans sa chambre, bon, classique quoi, hein, un classique du chez classique. Alors voilà un petit peu, maintenant je vais vous parler d'un dernier personnage que j'aime bien personnellement. C'est un SA, et qui a une carrière assez intéressante, parce que il s'appelle Walter Stenz. Lui, pareil, donc pendant la nuit dans Kuluto, il s'est échappé, enfin il part avant. Il était parti avant d'ailleurs, et il était parti en Chine. Et c'est très intéressant parce que lui va devenir le chef des gardes du corps de Chiang Kai-shek.
Il va former les gardes du corps de Chiang Kai-shek. Beaucoup de SA d'ailleurs iront un peu dans le monde. Hein. Ron, à un moment donné, il est parti en Bolivie, former toute l'armée. Donc lui, il va en Chine. Et là, il forme Chiang Kai-shek. Et bon, après, les nationalistes chinois perdent, hein, comme vous le savez. Mais donc, il rentrera en Europe. Mais il est contacté à la même époque par le NKVD, c'est les services secrets communistes, le NKVD, pour avoir des informations, bien évidemment, parce qu'il avait toujours des contacts en Allemagne, et il aurait, je dis bien, entre guillemets, il aurait donné l'information de l'attaque imminente des Allemands en Russie, l'opération Barbarossa. Et c'est peut-être grâce à lui, donc, et à ces informations, parce que lui, il combattait Hitler, hein, bien évidemment. Et lui, c'était il était pour un rapprochement avec l'Union soviétique, hein, à cette époque-là. Hein, comme je vous l'ai dit, il y avait des franges qui voulaient, en fait, il y avait pas mal une partie des nationalistes qui auraient bien fait un pacte, un vrai pacte, du coup, avec Staline, contre le capitalisme américain, anglo-américain, pour sortir l'Europe de ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la mainmise américaine avec le plan Marshall sur toute l'Europe et von der Leyen aujourd'hui qui n'est que l'héritière de cette frange-là, c'est-à-dire de la droite allemande, hein, et américaine. Mafieux, voilà, c'est en fait toute cette partie-là. Voilà, vous voyez, ça c'est l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe des mafieux, l'Europe des riches, du capital, et de la droite classique, voire extrême droite. Voilà, la tyrannie dans laquelle nous sommes, c'est cela. Donc c'est pour ça que maintenant je termine un petit peu sur la partie historique, et je vais rapidement rentrer dans la partie philosophique, parce qu'il n'y a pas vraiment énormément de choses à dire, mais la partie philosophique, on va la dérouler sur ce que c'est que le véritable national-socialisme de gauche à la Otto Strasser, ce qu'on appelle le strasserisme, c'est-à-dire quelque chose qui véhicule des idées nationalistes, c'est-à-dire tout simplement ce que Michel Onfray appelle aujourd'hui le souverainisme. Et le souverainisme, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour Otto Strasser, il fallait faire l'Europe, bien sûr, mais l'Europe des nations. Pas l'Europe de la tyrannie, l'Europe des nations. L'Europe des nations, c'est une Europe de pays souverains qui s'entendent, qui ont une culture commune, qui est pour lui le christianisme, une histoire commune et des frontières, et ont des accords commerciaux et peuvent se développer dans la paix. Ça, c'était vraiment ce que voulait faire Gregor Strasser. Et c'est très proche de ce qu'un Michel Onfray peut penser aujourd'hui. Parce qu'il y a des idées sociales, et il y a des idées de souverainisme et de respect. Donc ça, c'est quand même très intéressant à comprendre, dans le point de vue philosophique. C'est à l'opposé de ce que Hitler a fait. Hitler, c'était l'extrême droite. Ça, on peut le dire. L'extrême droite capitaliste. Contre toute idée réelle sociale. Mais comme Hitler a été un petit malin, il a quand même gardé, entre guillemets, le programme initial des 25 points du NSDAP, du Parti des travailleurs allemands d'ailleurs. D'ailleurs, les frères Strasser, eux, ont fait un autre programme en 14 points pour bien montrer les différences. Tout ça, c'est dans le livre, hein, vous pouvez le lire, vraiment, il sera très intéressant. Disponible vers mi-septembre, je pense, hein, dans ces zones-là. Et d'un point de vue philosophique, si vous voulez, le vrai national-socialisme est plus proche aujourd'hui de ce qu'un Michel Onfray peut penser que même je sais pas moi, un parti de droite classique, hein, LR ou Macron. Et le pire du pire, c'est que les macronistes aujourd'hui, tout comme Ursula von der Leyen, sont les héritiers de cette droite, extrême droite mafieuse hitlérienne, comme vous avez vu tout à l'heure dans le diagramme, en total opposé avec cette idée de nation européenne libre et indépendante et respectueuse. Eux veulent faire une tyrannie, une dictature européenne. Et ça, c'est l'héritier direct du national-socialisme hitlérien de l'extrême droite à la mafia. Hein, von der Leyen vient d'être inculpé il n'y a pas encore très longtemps, quelques jours,
Bon, c'est l'histoire de Pfizer, mais elle est toujours en poste. Donc ça s'appelle la tyrannie. Donc vous voyez, point de vue philosophique, Otto Strasser, c'est une véritable gauche sociale, mais pas communiste dans le sens du collectivisme, etc. Non, non, totale liberté d'entreprendre, c'est c'est l'artisan, si vous préférez, hein. C'est la protection de l'artisan, du petit travailleur. D'ailleurs, lui, il appelle à recréer des corporations de métiers. Bon, il y a beaucoup de choses intéressantes à étudier dans sa pensée. Philosophique et politique. Bon, je rentre dans la politique parce que c'est quand même le cœur du sujet. Donc, aujourd'hui, pour bien comprendre, nous avons hérité du national-socialisme hitlérien, c'est-à-dire d'un système mafieux qui va du système mafieux à l'extrême droite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait de l'hypercapitalisme, du capitalisme de collusion, donc mafieux, d'arrangement, c'est ce que faisait Hitler. Hein. Hitler s'est enrichi personnellement avec son livre qu'on devait acheter. Comment dire, Göring, qui fait partie de tout ce petit coin, hein, Göring, lui, s'est enrichi d'œuvres d'art. Enfin, lui, il a carrément volé des tableaux en France, etc. Bon, voilà, quoi. C'était des gens... voilà, si vous voulez, l'extrême droite, entre guillemets, a une tendance, d'un point de vue politique, à aller toujours vers la collusion, vers la magouille, vers la mafia. Alors pourquoi? Moi, je vais vous dire ce que je pense. Par définition, j'aurais tendance à être anarchiste, c'est-à-dire hyper libéral. Foutez-moi la paix, je vous fous la paix. Mais le problème est que l'homme, nous, l'humain, est faible. Faible et corruptible, et fragile. Et cette fragilité fait que nous avons une certaine tendance à vouloir nous protéger, voire nous surprotéger. Et ça, on tombe très rapidement dans le capitalisme de collusion, c'est-à-dire la mafia, les actes mafieux. Donc, si vous donnez trop de liberté, les gens vont se réorganiser, des leaders vont naître, et un système mafieux va apparaître. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé des lois politiques, pour assurer la protection des individus, et notamment des plus faibles. Donc, moi, comme un système libéral ne fonctionne pas, si ce n'est que de s'armer, d'être le plus fort, créer des mafias, quoi, des clans, des gangs. Alors pourquoi pas, hein, ça peut être une option. Hein. Moi je me dis, d'un point de vue quand même politique, il est quand même mieux d'être un État, de mettre en place un État faible, enfin pas faible, pardon, un État fort, mais avec une totale liberté d'entreprendre. L'État faible, c'est l'extrême droite. Moi je ne suis pas d'extrême droite. Moi je suis pour un État fort, d'accord, un État fort, régalien, mais peu présent dans la vie de tous les jours. Par contre, si tu fais une connerie, tu en payes le prix immédiatement. Il n'y a pas de tolérance. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Nayib Bukele. Et le Salvador est un cas d'école très intéressant. C'était également, j'en ai discuté avec le prince Murat dans ma dernière vidéo en entretien avec lui. Allez la voir. Car moi, en réalité, je suis pour un front de la gauche à la droite, donc dans lequel on ferait voilà, tous les souverainistes, Asselineau, Philippot, à gauche, Kuznamovic, etc. Moi je mets tout le monde, et le prince Murat. Et moi j'avais dit au prince Murat, en fait, vous pourriez devenir, si vous voulez, la pointe de ce front, l'image que les Français voudraient avoir, parce que le peuple français, en réalité, cherche un homme providentiel. Mais il n'arrivera pas. Mais ce front-là peut être cet homme providentiel, avec en étendard, en porte-drapeau, si vous préférez, le prince Murat, par exemple, descendant du prince Murat, de Joachim Murat et de Napoléon. Mais un front vraiment populaire, un vrai socialisme à la Otto Strasser, et souverainiste. Pourquoi est-ce qu'il faut être souverain? Pourquoi est-ce qu'il faut des frontières? Il n'y a rien de plus beau qu'une frontière. Une frontière, c'est poétique. Une frontière, ça sert à pouvoir la dépasser. Une frontière, ça sert à être traversée. Une frontière, ça sert à aller connaître l'autre et ses différences. Ce que veulent cette extrême droite, ce capitalisme de collusion, ce capitalisme de surveillance, eux, ils veulent une seule race, une seule culture.
Ils veulent qu'on soit tous pareils. Comme ça, on nous contrôle plus facilement. C'est compliqué quand il y a des goûts différents, des attitudes, des cultures différentes, etc. C'est compliqué à contrôler. Il faut s'adapter, il faut chercher. Donc eux, ils veulent nous bâtardiser dans le sens de créer une sous-culture globale, uniforme, facile à manipuler. C'est ça l'enjeu. Non, moi je suis pour les frontières. Il n'y a rien de plus beau qu'une frontière. C'est de la poésie, une frontière. Une frontière, c'est ce qui nous définit vis-à-vis de l'autre. Sans frontière, il n'y a pas d'autre. Mais moi, je veux l'autre. Il n'y a rien de plus beau que l'autre, que découvrir sa culture. Et tout en préservant la nôtre. Parce que l'autre, lui, il veut aussi nous découvrir. Mais il veut découvrir notre culture. Il ne veut pas découvrir la même culture bâtardisée, une culture sous-bâtarde, mondiale. Non, quand vous voyagez, quand 6 mois demain je vais au Maroc, je veux voir des Marocains. Je veux pas voir des mecs qui me ressemblent. Sinon, je reste chez moi, ça sert à rien. Donc, il n'y a rien de plus beau qu'une frontière. C'est poétique, une frontière. Et Otto Strasser voulait un monde européen, et puis le monde entier, de nations libres, souveraines et indépendantes. Et c'est un peu ce que disent les BRICS, entre guillemets. Si vous voulez, pour faire simple, mais c'est un peu une caricature. Vous avez d'un côté cet empire du capitalisme de surveillance mafieux, etc., qui veulent gérer le monde, qui veulent tout coopter, qui veulent nous pousser vers une guerre s'il le faut, pour justement casser toutes les idées d'autres pays. Donc on va dire BRICS, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Mais on va dire que les BRICS veulent, comme Otto Strasser, veulent un monde fait de nations indépendantes, respectueuses les unes des autres et qui ne se cherchent pas querelle matin, midi et soir pour des raisons de contrôle financier et également idéologique du monde, c'est-à-dire le wokisme, toute cette sauce, c'est en fait la déconstruction 2.0 du monde. Donc voilà pourquoi ce livre est important, parce qu'il vous ouvre ces perspectives. Vous pouvez lire ce livre qui a été écrit il y a quelques 80 ans, sur une période qui ressemble un peu à la nôtre. Donc ça, je rentre dans la conclusion. Donc dans la conclusion, je vais un peu faire les analogies entre ces deux périodes. 1924 et 2024 ont des points communs. Bien évidemment, le monde est totalement différent, les systèmes de communication sont différents, Internet, etc. Mais il y a un fond commun. C'est-à-dire que nous sommes, en Europe, notamment en France, dans un bordel. On n'a pas atteint encore le niveau de violence de l'Allemagne des années 20. Ça, c'est indéniable. Je rappelle 2 millions d'armes de guerre en circulation, des gangs organisés, voilà, bon, bref. Lisez le livre. Par contre, d'un point de vue un peu politique, philosophique, il y a des choses en commun. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à des choix. Soit on va redresser un peu la barre tout de suite, et en remettant de l'ordre, et ça, allez voir mon entretien avec le prince Murat, à ce sujet, parce que c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, c'est que là, il faut mettre de l'ordre tout de suite. Pourquoi? Parce que sinon, la mafia va prendre trop de pouvoir. Et à moins qu'un Bukele arrive, mais là, c'est une dictature. D'accord? Alors peut-être qu'il nous faudra à un moment donné un Bukele à la française, mais on peut nous arrêter avant, d'un point de vue politique, si on s'organise avec ce front, ce vrai front populaire allant de la gauche à la droite, ce front souverain, un peu dans le sens de Otto Strasser, social, mais à la fois ferme et à la fois laissant une totale liberté d'entrepreneuriat à cette petite classe qui souffre, qui sont les artisans, les petits chefs d'entreprise. Oui, en France, il y a une maladie mentale qui s'appelle le gauchisme, qui croit, donc c'est LFI pour faire simple, même si moi j'ai eu du respect pour Mélenchon il y a longtemps. Moi j'aurais très bien pu voter pour Mélenchon, avant qu'il dérive justement, qu'il tombe malade, avant qu'il soit atteint de cette maladie. Parce que cette maladie-là, je vais vous la définir, c'est de croire que le monde n'est composé que de gros industriels, donc les Krupps, pour faire simple, hein, qui a d'un côté Krupps, c'est-à-dire les méga industriels, profiteurs, exploiteurs, ce qu'ils sont, et de l'autre, une population créolisée, c'est-à-dire en gros que des immigrés, un peu de français, mélangés, urbains. C'est-à-dire les Uber, quoi, hein, d'accord? Les mecs exploités par ce monde industriel. Mais ça, c'est une caricature du monde. La France, ce n'est pas ça.
La France, c'est des paysages, c'est une géographie, c'est des territoires, c'est du terroir, c'est des paysans, c'est des artisans, c'est des petits entrepreneurs, des plombiers, des électriciens, des boulangers, et ces zones urbaines, bien évidemment. Mais il y a le premier employeur en France, ce sont les artisans, les petits chefs d'entreprise. C'est certainement pas les gros industriels. Les gros industriels, bien sûr, qui comptent et qui jouent parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont une force politique. Un Bolloré peut financer. Et heureusement qu'il y a encore des Bolloré ou des Elon Musk qui, eux, ne sont pas tombés dans cette maladie mentale. Parce que c'est peut-être eux qui vont se réorienter et financer un nouveau parti politique en France, composé de Kuzmanovic à Philippot, en passant par Onfray et Asselineau, d'accord? Et en tête d'étendard, un porte-drapeau, moi je pense au Prince Murat, mais pourquoi pas quelqu'un d'autre, ou une femme, me disait-il, mais bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette union qui peut nous sortir de cette panade, parce que si nous ne le faisons pas, le peuple français et mondial, tous les peuples vont souffrir de plus en plus, et ce qui s'est passé en 1933 va arriver. Un dictateur maniaco-dépressif, raciste, va prendre le pouvoir. Un nouveau bouc émissaire sera désigné. Et donc ça, on va dire que ça sera encore le banquier. Et il sera accusé, il y aura une révolte, il y aura du sang, et on tombera dans une période de dictature folle, de guerre. Mais on peut l'éviter. Et il faut lire le livre pour le comprendre. On peut l'éviter. Mais pour l'éviter, il faut réagir maintenant. Il faut réagir maintenant et faire ce front populaire de Kuzmanovic à Philippot, de tous les patriotes, de tous les souverainistes. Parce que le monde international de Mélenchon, ça n'existe pas. Et eux, ils vivent dans un monde irréel. Ils sont dans un déni de la réalité. Le premier employeur de France, ce sont les petits artisans. Et les petits artisans, ce ne sont pas des exploiteurs. C'est des gens braves, qui travaillent dur, qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui ont un savoir-faire, un terroir, des métiers ancestraux. C'est ça la France. Bien sûr, c'est aussi l'urbanisation, c'est aussi les cités, c'est aussi l'immigration. Et d'ailleurs, moi, j'ai rien contre l'immigration. L'immigration est bienvenue. La France a toujours été un pays d'immigration, mais pas de créolisation, d'immigration qui s'intègre à la culture française, qui s'intègre et qui font corps à cette culture. Et cette culture, c'est l'union de tous ces territoires français, géographiquement définis par des frontières, et rien de plus beau qu'une frontière, avec un peuple, des peuples qui ont une langue commune, une culture commune, un passé, même s'il est différent pour chacun, mais moi je m'identifie aussi bien à Napoléon, alors que j'ai aucune goutte de sang français. C'est parce que je l'accepte, je le veux, je l'aime, et un futur commun. Voilà. Donc il est temps de réagir, et on peut réagir maintenant. Et il faut le faire, sinon un nouvel Hitler arrivera. À bon entendeur, salut.